Maintenant, c'est une session un peu nouvelle dans ce congrès. Et c'est vrai, lorsque nous avons, avec le comité scientifique, décidé de donner la parole à la tribune à un invité d'honneur, je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le nom. Et bien sûr, le nom de Michel Essaguer s'est imposé à nous tous. Je suis sûr que Michel va nous faire découvrir le futur de la rythmologie et qu'on va être tous impressionnés. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Michel Essaguer. Je crois que vous connaissez tous ses travaux et ceux de son équipe à Porto qui ont révolutionné réellement, je crois que le mot est là, révolutionné la prise en charge des troubles du rythme. Quel chemin parcouru, Michel, depuis la petite salle au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-André, quand avec Jean-François Varin, vous fulguriez les premiers les Kent, et où je crois beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux de ma génération, avons été découvrir ce nouveau monde qui est celui de l'ablation. Michel, ça me fait vraiment très plaisir de te donner la parole à la tribune, parce que tu as fait beaucoup de choses, et en plus tu es un ami fidèle. Tout le plaisir est pour moi. Donc en fait, le thème que nous avons décidé de présenter, c'est l'IHU. Puisque vous savez que nous avons eu la chance de faire partie des 6 lauréats des IHU, et c'est la thématique de cette structure a été présentée au jury essentiellement à partir de cette diapositive, dans lequel la thématique s'adressait à l'électricité cardiaque, et on expliquait que cette électricité était fondamentale à la contraction, alors que dans l'esprit de tous, dans l'esprit du public, c'est la contraction électrique qui était le synonyme, on va dire, de la fonction cardiaque. Donc on rappelait les 3 grands thèmes qui pourraient être, on va dire, améliorés par une meilleure connaissance du tissu électrique cardiaque. La mortalité cardiaque, c'est la moitié, c'est l'insuffisance cardiaque, la moitié, c'est la mort subite. Et je pense qu'il est toujours important de rappeler au pouvoir public que la mort subite, ça représente 350 000 adultes par an, 40 ou 50 000 en France, et c'est l'équivalent de la mortalité des 3 cancers les plus meurtriers. Et ça a toujours été des choses qui ont porté au niveau du ministre, etc. C'est l'équivalent de la somme du cancer, de la mortalité cancer du sein, poumon et côlon rectum. Et à chaque fois, on lisait la surprise dans les yeux de nos interlocuteurs. L'insuffisance cardiaque. Alors la mort subite, c'était évidemment, on présentait cette diapositive, il ne faut pas que je me trompe là, non, où on voyait qu'effectivement, on expliquait que c'était un phénomène éminemment électrique, une tornade électrique dans 80% des cas qui déclenchait le décès. L'autre versant de la mortalité cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque, vous le savez, et on sait qu'environ 40% de ces individus ont une incoordination. Ce n'est pas seulement la fonction qui est molle, c'est aussi, elle est incoordonnée, et on pouvait imaginer qu'une resynchronisation, en tout cas une amélioration de l'activation électrique du myocarde pourrait agir. C'était le deuxième élément. Et enfin, les arythmies cardiaques et les causes majeures d'AVC par le biais des fibrillations auriculaires. Et donc, par rapport au tissu de recherche européen ou mondial, il y a moins de 10% des laboratoires fondamentaux qui s'adressent à l'électricité cardiaque. Et on disait que c'était très largement sous-nécessaire par rapport donc aux besoins énormes que nous avions. Voilà, donc en fait, l'IHU va s'appeler le LYRIC, l'Institut de rythmologie et modélisation cardiaque. Alors le LYRIC, évidemment, c'est parce que nous sommes tous d'accord pour dire que l'harmonie électrique est tout à fait nécessaire à la bonne fonction cardiaque et la fonction mécanique, et que les fausses notes sont tout à fait donc à exclure, si l'on peut, de la pathologie cardiaque. Alors le terme de rythmologie, on va dire, est un petit peu désuet, mais il ferait plaisir aux anciens maîtres que tu as cités, aux anciens maîtres de Lariboisière ou de Montpellier, et donc on y tenait beaucoup pour avoir l'acronyme du LYRIC. Donc cet institut va regrouper 3 composantes. Ce sera l'électrophysiologie cardiaque, qui va être extrêmement hypertrophiée au niveau fondamental à Bordeaux.
l'imagerie qui va nous donner la structure et les sciences numériques. Et nous avons la chance à Bordeaux d'avoir la première université française en termes de Engineering and Computer Science. Il y a 700 chercheurs qui travaillent essentiellement sur ça. Et donc, on a une très grosse force locale dans ce domaine. Alors, les trois PST qui ont été intéressés, donc c'est l'INSERM évidemment qui est en première ligne pour l'électrophysiologie, le CNRS pour les méthodologies IRM par exemple ou autres méthodologies d'image, et l'INRIA a manifesté un énorme intérêt à créer une équipe qui sera très fournie pour travailler sur la simulation, modélisation cardiaque et le traitement du signal, qui est comme notre phénotype à tous, notamment l'électrocardiogramme. Alors voilà la structure. Nous avons actuellement notre laboratoire là, qui sera terminé, qui sera totalement rénové dans quelques jours. Vous avez ici, on a environ 1000 m² ici de surface qui va être géré par Olivier Bernus, qui est chez nous depuis le 1er janvier, qui a travaillé donc chez Pamphilov Utrecht, qui a travaillé chez Ralifé et qui était le directeur du laboratoire d'électrophysiologie à Leeds. Il y aura une salle IRM qui sera une salle IRM Siemens. On aura une salle de cathétérisme gros animaux qui sera une salle Toshiba. Il y aura 3 installations d'optical mapping et tout ça, ce seront d'autres bureaux ou autres laboratoires. Et on va y ajouter donc le lyrique dans les 2 ou 3 années qui viennent, qui sera une surface complémentaire de 6000 m². Donc il y aura une énorme surface fondamentale. Et on vous le dit d'emblée, toute cette surface et les moyens technologiques exceptionnels qu'on pourra disposer seront à la disposition des équipes intéressées. Il y en a déjà 7 qui se sont manifestés, mais les gens qui ont des idées et qui veulent mettre, donc, ils pourront utiliser ces facilités. On le voit, si je puis dire, comme une plateforme, comme un porte-avions pour tous ceux d'entre vous qui s'y intéresseront. Alors, nous allons étudier essentiellement par l'IRM ou par d'autres méthodes d'imagerie, notamment des méthodes d'imagerie à très grande vitesse, avec plusieurs milliers d'images secondes, etc., la structure myocardique. Par exemple, il y aura une IRM de 9,4 Tesla sur lequel on pourra faire des gros animaux ou des cœurs humains explantés. Et la résolution de cette IRM est de 25 microns. Donc on pourra avoir une infrastructure extrêmement fine du myocarde normal ou pathologique. La structure sera connue. On aura la fonction électrique. On aura bien sûr les fonctions classiques, mécaniques, etc. Mais on aura aussi l'électricité. Et donc toutes ces milliers d'informations vont être mises dans des modèles pour pouvoir essayer d'améliorer, de prévoir quels sont les modèles expérimentaux, etc. Structure, fonction, et tout ça intégré dans la 3e équipe. Vous voyez donc l'imagerie, l'électrophysiologie et les sciences numériques. Et donc évidemment, on va travailler sur le diagnostic, la prédiction, la thérapie, les biomarqueurs, etc. Les termes actuellement classiques, on va dire, de la recherche biomédicale. Alors voilà les équipes qui sont déjà manifestées. Lille, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse, Tours nous ont déjà donc écrit et nous ont soutenus dans cette démarche au moment où on a proposé le projet donc au gouvernement. Et il y a plusieurs équipes évidemment, Nantes, Montpellier, Paris, notamment en électrophysiologie cellulaire ou en génétique. Nous ne feront pas de travaux redondants. Nous, on enverra nos dossiers, si l'on peut dire, dans ces équipes-là qui ont des expertises complémentaires. Alors, les projets, c'est évidemment, vous allez retrouver tout ce qui a été un peu évoqué auparavant. Bien sûr, on sait que 2% seulement des patients en FA sont traités par ablation. Eh bien, il faut aller vers des cathéters beaucoup plus, on va dire, performants que les petits point par point très obsolètes que nous utilisons maintenant. Et on est en bonne voie avec Johnson & Johnson Bioscience ou avec Medtronic pour des cathéters qui vont changer complètement notre vie et les nombreuses heures d'ablation que nous passons chez nos patients. Alors il y a une option qui nous paraît tout à fait envisageable. On parlait du Purkinje hier. Les cellules des veines pulmonaires ont une
un potentiel d'action qui est très particulier. Parfois, il y a même un notch. Et ces cellules des veines pulmonaires, on ne sait pas s'il n'y a pas des cellules spécifiques. Personne ne les connaît. D'autre part, on ne sait pas s'il n'y a pas les canaux, et la fonction ionique est très particulière. Il y a peut-être des peptides qui sont spécifiques. Et on pense, le potentiel d'action ressemble d'ailleurs plus à un ventricule qu'à une oreillette, sinon que les périodes réfractaires sont extrêmement courtes. Il y a des récepteurs particuliers au stretch, etc. On pense très vraisemblable qu'on puisse imaginer quelque chose qui pourrait être une drogue dans un échelon de 10 ans, à condition qu'on trouve un récepteur tout à fait spécifique et qui pourrait être moins pro-arythmique que le sont les médicaments. Donc on travaillera aussi là-dessus avec une firme pharmaceutique qui se montrera intéressée. Et enfin, il y a tout ce qui concerne le tissu de la fibrillation auriculaire persistante. Ce sont des projets qui sont développés aussi avec Paris dans le cadre d'un FP7. Pourquoi l'oreillette de ces fibrillations permanentes dont on parlait tout à l'heure arrive à un degré de dégénérescence qui est parfois stupéfiant chez des patients de 30 ans où on voit des bas voltages. Et là, il y a tout un ensemble de recherches sur lesquelles on va collaborer avec d'autres centres. Alors parmi les autres éléments, nous avons une équipe à Bordeaux qui est absolument excellente dans les maladies plaquettaires. C'est l'équipe Nerden qui a été celle qui a trouvé le récepteur de l'apsicimab du Réopro, qui a co-découvert le récepteur P2Y12 du Plavix. Enfin, une équipe donc extrêmement performante, et on pense que peut-être on pourrait avoir des biomarqueurs de l'AFA à partir de ces on va dire, études de plaquettes. L'une des idées, c'est tout simplement que quand il y a des mouvements très rapides de la paroi, les plaquettes libèrent des glycoprotéines, des éléments comme ceci. Et donc peut-être que ce mouvement de mixeur dans les oreillettes pourrait avoir une traduction au niveau de la fonction plaquettaire qui pourrait servir de biomarqueur. C'est une hypothèse qui fait partie d'un des work packages sur lesquels nous nous sommes engagés. Il y a une cohorte de 9600 patients qui sont déjà suivis depuis 8 ans, dont certains ont de la fibrillation auriculaire, et ils ont des IRM réguliers qui sont suivis par les neurologues, et donc on peut penser qu'on pourrait peut-être savoir si la fibrillation auriculaire est un facteur de démence sur cette étude prospective dans laquelle la composante arythmique avait été, on va dire, déjà pré-réfléchie comme pouvant influer sur le devenir neurologique. Etc. Après, il y a différents éléments qui sont déjà dans la littérature. On pourra utiliser peut-être des drogues que l'on pourra coller sur le péricarde, que l'on pourra coller sur les veines pulmonaires. Alors, c'était sur les maladies atriales en général. Vous voyez, on va aller sur les larges spectres. Si certains d'entre vous ont cité des projets plus spécifiques, ils pourront tout à fait être travailler là-dessus. Alors la mort subite, on l'a vu hier. Évidemment, vraiment le Graal, ce serait d'arriver à une bien meilleure identification des patients à risque de mort subite. La génétique avec les équipes de Paris et de Nantes. Nous souhaiterions, chez notamment les morts subites récupérées, qui sont à Bordeaux, mais ceux d'entre vous aussi qui veulent s'y intéresser, on est convaincu que quand on a une mort subite inexpliquée, coronaro normal, etc., une mort électrique, on doit pouvoir l'étudier par en particulier ces deux technologies tout à fait uniques. Vous avez ici un cathéter développé avec Medtronic qui est en fait qui porte 4 petites têtes qui permettent d'avoir des MAPI dans quasiment toutes les conditions. Donc on pourrait, persistante, ce sont des projets qui sont développés aussi avec Paris, dans le cadre d'un FP7. Pourquoi l'oreillette de ces fibrillations permanentes dont on parlait tout à l'heure arrive à un degré de dégénérescence qui est parfois stupéfiant chez des patients de 30 ans où on voit des bas voltages. Et là, il y a tout un ensemble de recherches sur lesquelles on va collaborer avec d'autres centres. Alors parmi les autres éléments, nous avons une équipe à Bordeaux qui est absolument excellente dans les maladies plaquettaires. C'est l'équipe Nerden qui a été celle qui a trouvé le récepteur de l'apsicimab du Réopro, qui a co-découvert le récepteur P2Y12 du Plavix. Enfin, une équipe donc extrêmement performante, et on pense que peut-être on pourrait avoir des biomarqueurs de l'AFA à partir de ces on va dire, études de plaquettes.
L'une des idées, c'est tout simplement que quand il y a des mouvements très rapides de la paroi, les plaquettes libèrent des glycoprotéines, des éléments comme ceci. Et donc peut-être que ce mouvement de mixeur dans les oreillettes pourrait avoir une traduction au niveau de la fonction plaquettaire qui pourrait servir de biomarqueur. C'est une hypothèse qui fait partie d'un des work packages sur lesquels nous nous sommes engagés. Il y a une cohorte de 9600 patients qui sont déjà suivis depuis 8 ans, dont certains ont de la fibrillation auriculaire, et ils ont des IRM réguliers qui sont suivis par les neurologues, et donc on peut penser qu'on pourrait peut-être savoir si la fibrillation auriculaire est un facteur de démence sur cette étude prospective dans laquelle la composante arythmique avait été, on va dire, déjà réfléchie comme pouvant influer sur le devenir neurologique. Etc. Après, il y a différents éléments qui sont déjà dans la littérature. On pourra utiliser peut-être des drogues que l'on pourra coller sur le péricarde, que l'on pourra coller sur les veines pulmonaires. Alors, c'était sur les maladies atriales en général. Vous voyez, on va aller sur les larges spectres. Si certains d'entre vous ont cité des projets plus spécifiques, ils pourront tout à fait être travaillés là-dessus. Alors la mort subite, on l'a vu hier. Évidemment, vraiment le Graal, ce serait d'arriver à une bien meilleure identification des patients à risque de mort subite. La génétique avec les équipes de Paris et de Nantes. Nous souhaiterions, chez notamment les morts subites récupérées, qui sont à Bordeaux, mais ceux d'entre vous aussi qui veulent s'y intéresser, on est convaincu que quand on a une mort subite inexpliquée, coronary normal, etc., une mort électrique, on doit pouvoir l'étudier par en particulier ces deux technologies tout à fait uniques. Vous avez ici un cathéter développé avec Medtronic qui est en fait qui porte 4 petites têtes qui permettent d'avoir des MAPI dans quasiment toutes les conditions. Donc on pourrait, chez les morts subites récupérées inexpliquées, explorer l'endo et l'épicarde, voir si la théorie d'Andzelevich du gradient est réelle, etc. Et on est vraiment convaincu qu'on pourra arriver à catégoriser différentes catégories de le Brugada aussi, bien entendu. Et puis, bien sûr, toujours pareil, la cartographie externe, sur lequel on fonde de gros espoirs qu'elle puisse un jour remplacer la cartographie invasive par l'amélioration du signal. Ça, c'est une des anciennes vestes que nous avons utilisées. Et donc après, tout ce qui est donc identification, c'est quand même le principal problème des sujets à risque de mort subite. Et ensuite, donc, des applications pharmacologiques sur lesquelles on a parlé en raison de la spécificité aussi de ce tissu de Purkinje. Alors enfin, la troisième composante, donc les arythmies auriculaires, le fibrillation ventriculaire et l'insuffisance cardiaque. Et là, c'est un sujet donc, que vous connaissez bien, sur lequel donc, on pourra travailler sur les différents éléments de la resynchronisation, à quel stade la dysfonction électrique va donner la dysfonction mécanique, quel est le premier, quel est le second, etc. Et donc là, et puis enfin, toutes les applications cliniques sur lesquelles beaucoup d'entre vous participent, avec l'évaluation des différentes devices ou types de cathéters, etc. Alors, je vais vous faire la présentation des gens qui sont avérés très intéressés. Donc, on travaillera donc du patch clamp, la connexine. Nous avons par exemple recruté depuis quelques semaines un chercheur dont Kléber, Ralifé ou Safis nous ont dit il y a un homme exceptionnel qui est à Londres dans un tout petit laboratoire qui est l'un des probablement le meilleur connaisseur des connexines cardiaques en Europe. Il s'appelle Thomas Desplantes. Et en fait, quand on lui a téléphoné, Thomas Desplantes est né à Lourdes et il est donc tout à fait intéressé de revenir dans la région bordelaise. Voilà. Ici, ce sera donc les méthodes d'étude du cœur humain explanté par optical mapping. Donc vous avez un patient qui est décédé, enfin, ou dont le cœur a été remplacé en raison de sa cardiopathie associée à des troubles du rythme, et nous avons de temps en temps des patients qui sont transplantés pour des raisons malheureusement purement rythmiques. Ce cœur-là va pouvoir être
étudié pendant une quinzaine d'heures. Donc il va passer à l'IRM dans lequel on va avoir une ultrastructure extrêmement fine. On aura donc toute la structure, optical mapping, des prélèvements pour étudier les différents éléments de biologie moléculaire. On va arriver à, si vous voulez, à connaître la physiologie et la physiopathologie humaine à partir de ce cœur humain explanté pour lequel on a obtenu l'accord de l'agence de bioéthique. Ensuite, il y a des cœurs qui sont rejetés, qui seront des cœurs normaux, qui vont servir de témoins, des cœurs qui n'ont pas été acceptés. Donc on va essayer de travailler beaucoup sur le gros animaux et sur le cœur humain explanté. Donc ici, nous avons, c'est le professeur Ruben Coronel. Ruben Coronel est le successeur de Janse de Bakker à Amsterdam et il a clairement donné son accord et sa volonté de venir travailler pour 50% de son temps de professeur à Bordeaux. Alors, il a une expertise en particulier pour les potentiels unipolaires, les MAPI et la repolarisation en général. C'est le controverseur de l'équipe Andelevich concernant le Brugada et le problème de D versus repolarisation à l'origine de ces affections. Ruben Coronel, Igor Efimov, qui est donc professeur de bioengineering à Washington. Alors lui, on l'a rencontré aussi il y a quelques semaines, il travaillerait à 25% par exemple de son temps et il apporterait à notre équipe et à tous les gens ici intéressés des techniques de bioengineering et de tissue engineering dont nous n'avons pas actuellement d'équivalent en France. Je vous montrerai un exemple. Ed White, lui, il est à Leeds. Ed White est un spécialiste de l'insuffisance cardiaque droite, avec des modèles qui lui sont tout à fait particuliers. Franz Prinzen, lui, Maastricht, les gens qui travaillent en resynchro le connaissent aussi, plutôt ventricule gauche. Et là, nous avons donc 2 personnes qui travailleront sur la fibrillation auriculaire, qui viendraient, eux, dans 2 ou 3 ans. Donc il y a un intérêt, alors qu'on n'a pas fait, on va dire, une publicité en dehors, on va dire, de notre pays. Alors ici par exemple, voilà, c'était le cathéter sur lequel on fera de l'électrophysiologie clinique et vous voyez que dans l'oreillette ou dans le ventricule, il donne des potentiels absolument excellents. Et c'est un outil qu'on veut utiliser par exemple dans le tissu atrial. Imaginons en fibrillation auriculaire qu'on puisse faire des MAPI, on peut faire 200 points. Peut-être y a-t-il des endroits où on va trouver des potentiels très courts. Peut-être ce sont eux les drivers qu'on n'arrive pas à mettre en évidence par cartographie. On va aller sur des nouvelles avenues par les technologies ou par les moyens expérimentaux dont nous disposerons et dont vous pourrez disposer pour ceux qui sont intéressés. Alors ici, on retombe sur ce système de cartographie donc thoracique, dans lequel, ici ce sont les diapos que nous a cédé Yoram Rudy, dans lequel en cours de fibrillation auriculaire, il arrive à trouver des foyers ou bien de multiples éléments. Vous avez compris qu'on voudrait passer de l'électrocardiogramme 12 dérivations à une technique beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus prédictive. On voudrait rentrer dans le QRS, pas dire il fait 85 millisecondes, mais rentrer et en faire la cartographie pour la resynchro ou pour la prédiction du risque rythmique. Alors, j'entendais tout à l'heure dans le débat de Christian, il y a en fibrillation auriculaire certainement des endroits qui sont des sources qu'on peut appeler foyer ou qu'on peut appeler rotor. Sanjeev Narayan nous dit qu'il y en a 90% des FA ont des sources. Alors là, ce serait un problème qui serait très important à élucider. Combien de nos patients avec des FA permanentes, ou d'ailleurs pour la fibrillation ventriculaire, ont des foyers ou des sources sur lesquels on va pouvoir agir sans avoir besoin de couper l'oreillette en 2 morceaux. Et là, c'est la diapo que je vous ai montrée hier, dans lequel on peut actuellement par le CG, toujours pareil, thoracique, on commence à avoir des visions panoramiques des 2 oreillettes ou plus tard des ventricules pour voir s'il n'y a pas des endroits où il y aura un mouvement rotatif. On voit des rotors, par exemple, c'est l'un de nos premiers patients, on voit des rotors, mais le rotor ne dure qu'une fraction de seconde et tourne. Mais peut-être aura-t-on des patients qui arrivent en FA, on fait une exploration de 1 à 2 heures en FA, peut-être trouvera-t-on des endroits dans lesquels il y aura un mouvement relativement persistant. Peut-être que ce mouvement n'est pas de 100%, mais il est 50% du temps. Ça veut dire que pendant 50% du temps, vous avez un rotor ici, eh bien il peut être à lui seul un driver. Et puis ici, vous aurez un foyer à 20% de son temps, etc. Il y aura des endroits dans lesquels il y aura une consistance d'activation, et les endroits passifs seront les endroits dans lesquels c'est tout le temps chaotique.
on aurait une sorte de hiérarchie des foyers ou des sources impliquées dans l'AFA, qui serait les cibles privilégiées avant d'aller éventuellement finir peut-être par les lignes. Voilà, alors ici, les équipes d'imagerie, nous avons deux équipes de méthodologie IRM, Bruno Quesson et Creed Monen. L'un, donc, on va pouvoir travailler sur la méthodologie IRM et sur de nouvelles méthodologies, par exemple pour voir le Purkinje ou des choses comme cela. Ici, Creed Monen, il y a une équipe qui est dédiée à la destruction par des faisceaux d'ultrasons de structures intracorporelles ou intracardiaques, et même des méthodes de thermométrie par IRM ont été appliquées. Là, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement faire. On pourra cartographier et envoyer ensuite des faisceaux d'ultrasons ou d'autres énergies pour traiter peut-être ces pathologies dans quelques années. Je crois ça tout à fait réaliste. Enfin, la modélisation. Alors, nous avons donc l'INRIA qui va investir considérablement là. Il y aura donc deux leaders en particulier, Ed Wigmont est professeur donc, de bioengineering à Calgary. Il est considéré dans les 3 ou 4 meilleurs en matière de modélisation cardiaque. Et donc, il nous rejoindra le 1er novembre. Et Mark Potts est un Hollandais. On a beaucoup d'Hollandais chez nous. Et Mark Potts est l'un des 3 spécialistes capables de modéliser l'électrocardiogramme. Alors c'est quelque chose qui vous paraît simple et que l'on croyait simple aussi, mais il faut manipuler jusqu'à 100 millions parfois d'équations à chaque instant, et ces gens-là ne travaillent qu'avec les ordinateurs, les pétaflops et les réseaux informatiques, etc. C'est des travaux vraiment très très particuliers, et on pourra donc essayer de pouvoir faire la prédiction de l'ECG, qui est, comme vous le voyez, notre préoccupation, avec ici tous les traitements mathématiques des signaux pour arriver à lui faire, si je puis dire, cracher le maximum à partir du thorax et essayer de remplacer la cartographie interne par les informations obtenues sur le thorax du patient. Et donc là, nous avons ici Yves Coudière qui est à Nantes et Rémi Dubois qui est à Paris qui vont nous rejoindre. Voilà. Et ici, ce sont des modélisations qui sont créées entre le facteur électrique et mécanique par l'INRIA de Sofia Antipolis, avec qui on a d'excellents contacts. Alors les applications, je vais aller rapidement. Ça, c'est l'équipe de Igor Efimov qui a développé une start-up et qui actuellement délivre. C'était un vieux papier Gurevitch sur l'électrothérapie, dans lequel ce physicien russe montrait que des micro-impulsions ici de 0,06 joules pouvaient avoir un effet défibrillateur qui était plus efficace que des impulsions plus importantes, mais uniques. Donc on arriverait vers le pain-free défibrillation, et on commencera d'ailleurs l'année prochaine à travailler sur l'AFA avec cette équipe Efimov. Alors ça, on l'a vu. Ici, c'est un sportif footballeur qui a des tachycardies ventriculaires. Vous voyez, par cartographie externe, on repère le foyer. On pourra aller l'ablater, mais peut-être qu'on pourra aussi lui envoyer un faisceau d'ultrasons et le délivrer. Ça nous paraît vraiment réaliste. Ici, c'est une turbine intracardiaque pour une science cardiaque qui est en cours d'étude par Stéphane Garrigue, Philippe Ritter et Pierre Bordachard, qui est l'un des multiples éléments qui pourra être, on va dire, étudié dans le cadre expérimental, pré-engineering, et bien sûr avec des supports industriels dont on a déjà d'excellentes collaborations dans le milieu biotechnologique en particulier. Alors voilà, ça c'est par exemple des possibilités. Vous avez ici des petits capteurs. C'est un tissu qui va s'incorporer à l'épiderme et sur lequel vous pouvez mettre de multiples transistors qui vont véritablement télémonitorer le patient avec toutes sortes de senseurs qui peuvent, vous voyez, atteindre des dimensions extrêmement réduites et qui vont s'incorporer et se fusionner dans l'épiderme. Ça, c'est développé par l'équipe Efimov et d'autres équipes associées et qui est tout à fait disposé à pouvoir mettre à disposition donc, en France. Voilà. Et donc, ça c'est toute l'équipe de Bordeaux, les différentes équipes. Là, je vous remercie de votre attention. Le conseil scientifique comporte notamment M. Carpentier, Yancey, Kleber, Ladensky, Stanley Nattel et Alain Ripard et d'autres. Voilà.